Eh bien d'abord, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'être là pour ce nouveau rendez-vous mensuel, l'heure du Géco. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Géco en quelques mots, c'est un très jeune magazine semestriel qui est consacré à la biodiversité dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien. Donc c'est une région géographique qui englobe Madagascar, Mayotte, La Réunion, les Comores, les Seychelles, Maurice et Rodrigue, ainsi que les TAF. C'est une zone géographique qui est très précise, mais qu'on n'a pas choisie au hasard. Tout simplement, ça constitue un hotspot de biodiversité. Il y a une trentaine de points de ce genre à travers le monde, et tous correspondent à des régions qui sont marquées notamment par un très fort endémisme, mais qui est directement menacé par les activités humaines, qu'on appelle aussi les activités anthropiques. Ce sont donc des endroits qui présentent des enjeux de conservation et de protection très très forts. Du coup, la revue Géco, tous les 6 mois, propose à travers un dossier thématique, mais aussi à travers des interviews, des portraits et des décryptages, des sujets qui visent à mieux connaître la biodiversité dans la région, à valoriser les acteurs qui œuvrent en faveur de sa protection. Notre but à travers tout ça, c'est donc de favoriser la mise en réseau des acteurs à l'échelle régionale, encourager le retour d'expérience. Donc tout ça pour mieux interpeller la sphère politique, mais aussi mieux sensibiliser le grand public. Aujourd'hui, vous le savez, nous allons parler de la biodiversité terrestre à Mayotte, 8 mois après le passage du cyclone Chido. Pour cette session et traiter ce sujet, nous avons donc le plaisir d'accueillir le Conservatoire botanique national de Mascarin et le GEPOMAI. Mais avant de leur laisser la parole, nous allons nous prêter à ce petit exercice que nous aimons bien, c'est-à-dire vous proposer une petite question sur la thématique du jour. Ça nous permet simplement d'évaluer votre connaissance du sujet avant le début de la session. Donc voici la question aujourd'hui. Quelle espèce avait quasiment disparu de Mayotte après le cyclone Chido? Jeanne va vous envoyer dans le chat les 4 réponses proposées. Vous n'avez qu'à mettre un pouce ou répondre dans le chat avec la réponse qui vous semble être la bonne. Donc les réponses. Nous avons en réponse A le drongo de Mayotte, qui est donc un oiseau endémique. En réponse B, la roussette. En réponse C, le gecko diurne à ligne dorsale rouge. Et en réponse D, le baobab africain. On vous laisse encore quelques instants avant de vous donner la réponse. Alors, on a un peu de tout. Allez, affichons la réponse. Il s'agissait bien de la roussette. Donc la roussette, c'est un animal qu'on rencontre fréquemment dans le ciel de Mayotte, surtout en journée, puisque c'est une espèce diurne. Elle vit principalement dans les arbres fruitiers, où elle se nourrit et où elle se repose notamment. Donc elle a été tout naturellement très très impactée par le passage du cyclone Chido. Pour vous en dire un petit peu plus, nous allons donc dès à présent laisser la parole à nos intervenants du jour, donc Émilien Dautré qui est le directeur du GEPOMAI et Alex Prunet qui est chargé de mission espèces exotiques envahissantes au sein du Conservatoire botanique national de Mascarin. Messieurs, avant de commencer, nous vous laissons présenter vos structures. Oui, bonjour à tous et merci pour cette introduction et cette invitation à ce webinaire. Donc le GEPOMA, c'est une association qui a été créée en 2010 pour étudier la biodiversité mahoraise et son évolution sur le long terme, protéger les espèces et leurs habitats et sensibiliser le grand public à la protection de cette biodiversité. La revue GECO a proposé d'écrire un petit texte qui est ressorti notamment notre communiqué de presse, que les oiseaux sont d'excellents bioindicateurs d'état des milieux naturels, et donc leur présence ou non permet d'évaluer si un milieu est en bonne santé ou s'il subit des menaces. Donc cette citation est la bienvenue dans cette présentation aujourd'hui. Et bonjour à toutes et tous, donc Alex Prunet. Je travaille au Conservatoire botanique national de Mascarin, qui est une association qui a été créée en 1986 à La Réunion, avant d'étendre en 2008 ses territoires d'agrément aux îles Éparses ainsi qu'à Mayotte. Et donc on travaille essentiellement et principalement sur la flore, avec des missions qui sont l'étudier, la conserver et la protéger, et diffuser tous les éléments qui sont nécessaires à ces actions au plus de personnes possible. Et donc un patrimoine naturel, pour citer encore une fois le texte, il est important de connaître et de reconnaître pour pouvoir le conserver durablement. Du coup, pour commencer, Alex, Émilien, est-ce que vous pouvez nous parler des impacts directs qu'a eu le cyclone Chido sur la faune, la flore et les écosystèmes de Mayotte? Donc pour commencer, effectivement, les impacts directs. Bon, comme vous avez pu le voir de façon directe ou indirecte, le cyclone Chido qui a eu lieu le 14 décembre dernier, donc en 2024, a eu des conséquences dramatiques sur toute une panel de choses.
et a été d'une rare violence. Donc, les dégâts, bien entendu, on ne pouvait pas commencer cette présentation sans présenter les différents dégâts, notamment les dégâts humains. Le bilan officiel fait l'état de 39 morts et de milliers de blessés. Il y a eu également des dégâts matériels considérables. Pareil, les dernières estimations pour reconstruire Mayotte, c'est plusieurs milliards d'euros. Donc voilà. Aujourd'hui, le thème, c'est les dégâts environnementaux. Et on sait très bien qu'il y a eu énormément de dégâts environnementaux, notamment sur la biodiversité. Et c'est l'objet de la présentation aujourd'hui. Mais n'oublions pas les autres dégâts. Et n'oublions pas notamment l'impact que ça a eu sur les humains et le choc que ça a créé. Donc, pour en revenir à la question qui a été posée, quel impact direct sur les écosystèmes? Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'aucun écosystème n'a été épargné. Le cyclone, comme vous l'avez pu le constater, est passé au nord de l'île et a impacté la plupart du territoire. À titre d'exemple, on a mis quelques photos. L'arrière-mangrove de la baie de Bouiny, dont nous sommes gestionnaires sur la photo de gauche, vous pouvez voir. La mangrove de Tsingoni également a été très impactée, comme une grosse partie des mangroves. On peut voir sur la slide suivante qu'il y a eu aussi des impacts sur les zones humides, notamment la Karyani, entourée de forêts. Ben, là, sur la photo de gauche, vous pouvez voir le jour même, après le cyclone, la plupart des arbres étaient à terre, hein. Et, euh, et donc, enfin, les forêts n'ont pas été épargnées non plus par le cyclone. Et on peut voir une photo du mont Chaorembo au centre de l'île, prise le 27 décembre dernier. Et voilà. Donc là, c'est dans le cadre d'un suivi, du suivi temporel des eaux communs qui avait été réalisé, que j'ai réalisé 5 jours avant Chido. J'avais fait une photo sur un point et du coup, bah, on peut voir comment était la végétation, comme elle était partout à Mayotte, très dense et de végétation tropicale avec un couvert arboré, que ça soit en forêt, même en agroforêt, très dense. Et là, on peut voir à droite, j'avais partagé hein, sur les réseaux sociaux différentes photos et celle-ci, j'espère que vous... enfin, on peut voir par exemple le cocotier à droite, hein, il y en a un des deux qui reste sur le cocotier qui est au milieu de la photo de gauche, c'est le même, il y en a un des deux qui est encore présent sur la photo de droite. Et de l'autre côté, on voyait pas le flanc de colline et là on voit des arbres, des troncs seuls, sans branches, sans feuilles et avec des arbres déracinés. Voilà le constat sur les écosystèmes immédiatement après Chido. Donc avant d'avancer la suite de la présentation, il y a quelques notions aussi qui peuvent être intéressantes de développer, ou en tout cas de nuancer, notamment par rapport à l'aspect inédit du cyclone Chido, en ce qui concerne les écosystèmes encore une fois. Donc il faut bien avoir en tête que les écosystèmes tropicaux ont été au cours de leur évolution souvent soumis à des phénomènes de cyclones. Donc bien sûr, il y a des territoires qui le sont moins que d'autres. On peut noter par exemple Mayotte qui est souvent caché derrière Madagascar et donc qui est moins régulièrement soumis à ces phénomènes-là. Mais si on part d'une à l'échelle évolutive, en termes d'échelle de temps, c'est des phénomènes qui sont arrivés régulièrement et avec lesquels les populations d'espèces tropicales ont pu évoluer. Découlant de ça, il est nécessaire aussi d'avoir une évaluation objective des impacts, même si les conséquences étaient dramatiques au lendemain de Chido. En ce qui concerne les populations végétales, ça ne remet pas en cause la présence de ces espèces sur les zones. On a eu beaucoup d'arbres effeuillés ou ébranchés, même complètement décapités, qui ont été considérés comme morts. À ce stade-là, on va remettre en cause la viabilité principalement des individus qui ont été déracinés. Donc là encore, ça permet un peu de nuancer les impacts et donc d'avoir des actions par la suite qui sont plus adaptées. Et enfin, il y avait aussi un grand discours de peur autour de l'immobilisme, d'incompréhension de la part du public, qu'il n'y ait pas plus d'actions de plantation, de lutte, etc. C'est un point qui nécessite plus de développement, on en parlera plus tard dans la présentation, mais il faut avoir en tête que c'est des actions qui peuvent se retrouver être contre-productives suivant les zones à partir desquelles on raisonne. Enfin, il faut avoir en tête que c'est une présentation qui s'appuie principalement sur des dires d'experts, donc des observations qui ont été faites par des acteurs qui étaient sur le terrain, qui ont été généralement partagés, mais qui ne bénéficient pas de la même solidité que les résultats d'une étude qui pourront être menés par la suite pour les mois suivants. C'est encore trop récent. Donc, même si c'est des éléments qui ne sont pas aussi solides qu'on le voudrait,
c'est aujourd'hui les seuls qu'on peut présenter et qui permettent d'avoir une vue d'ensemble un peu là-dessus. Et à ce titre-là, je voulais aussi remercier Sacha Lewandowski du bureau d'études Ecomed Océan Indien qui a partagé avec nous ses résultats, histoire d'étoffer le plus possible cette présentation. Donc, maintenant, quels sont les impacts directs sur la faune qui ont été observés, à dire d'experts et suite à des réunions du groupe de travail espèces coordonné par la DEAL. Du coup, parmi les espèces impactées, on l'a vu dans le premier quiz, c'est les roussettes qui avaient quasiment disparu du territoire après Chido, les semaines suivantes Chido. On a observé, en allant faire un état des lieux quelques jours après, qu'il y avait des roussettes sous des arbres, mortes sous des arbres, écrasées par des arbres, notamment au lac Kariani. Mais ce n'était pas que le seul impact, puisque quelques semaines après, on a su que certaines roussettes avaient s'étaient potentiellement déplacées dans les îles voisines, notamment en Anjouan, qui ont vu leur population de roussettes augmenter. Donc encore une fois, c'est des dires, mais a priori, peut-être sous réserve du fait qu'il n'y ait peu de ressources pour elles, elles se seraient déplacées sur les îles voisines. Autre espèce impactée, les maquis. Je pense que nombre d'entre vous a entendu parler des maquis désorientés. Donc on en parle aujourd'hui. C'est que comme les humains et comme les autres espèces, elles ont perdu leurs habitats et elles ont été complètement désorientées, ne sachant plus trop quoi faire, tellement à l'échelle d'une vie d'un animal tel que les maquis n'avaient jamais vu un tel événement. Donc voilà. Ensuite, sur d'autres taxons, il y a une raréfaction observée des araignées et des insectes à l'échelle de Mayotte, à l'exception des mouches, qui se sont pas mal développées les semaines suivant suivant le cyclone, peut-être dû justement à des cadavres ou des déchets un peu partout sur le territoire. Ensuite, en ce qui concerne l'avifaune, parlons d'abord des crabiers blancs qui nichent en mangrove. Avant Chido et depuis quelques années avant, on comptabilise cinq colonies de crabiers blancs dans les mangroves et le cyclone est passé en plein milieu de la saison de reproduction et a balayé les cinq colonies, les colonies avec les palétiviers qui étaient dessous. Du coup, il y a eu un impact certain sur les crabiers blancs, puisque ça a impacté les œufs, le succès reproducteur, voire même les juvéniles qui ne pouvaient pas voler. Donc ça, c'est sûr. En ce qui concerne les adultes, que ça soit au niveau oiseaux ou reptiles, de façon plus générale, on est allé sur le terrain également après le cyclone et on a observé encore des reptiles, des oiseaux, mais cela ne veut en rien dire qu'ils n'ont pas été impactés, ces adultes, par le cyclone, puisqu'ils étaient tout simplement plus visibles. Comme l'a dit Alex, beaucoup moins de feuilles, beaucoup moins de branches, donc beaucoup plus de visibilité. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure sur l'impact sur les individus, que ce soit d'oiseaux, reptiles, etc. Mais j'y reviendrai plus tard pour expliquer le protocole qui va être mis en place pour il va être possible d'étudier l'impact notamment sur les oiseaux, avec des protocoles qui sont présentés. Et enfin, concernant justement, par exemple, les crabiers blancs et les déplacements de certaines espèces, nous, au GEPOMAI, on avait équipé des crabiers blancs 3 ans avant le cyclone de balises GPS Argos pour étudier leurs déplacements et améliorer les connaissances sur leur écologie. Et finalement, juste avant le cyclone, il y avait 2 individus qui avaient encore leurs balises qui fonctionnaient. Et donc, on a pu avoir des retours intéressants sur la réaction des crabiers blancs face à un cyclone. Donc, les 2 adultes ont résisté, ont survécu, et se sont tous les deux réfugiés vers des retenues d'eau, donc la retenue collinaire de Combani et le lac Kariani. 2 endroits où ces 2 individus n'étaient jamais allés, même si ces 2 sites sont des sites d'alimentation importants pour l'espèce, ils n'étaient jamais allés, ces 2 individus, en tout cas dans les 3 ans où on les avait équipés, pendant les 3 années où on les avait équipés. Donc c'est un élément intéressant, sachant que, j'y reviendrai après, on verra 8 mois après qu'est-ce que c'est devenu.
En ce qui concerne la flore maintenant, le conservateur botanique a fait le choix de travailler spécifiquement sur les espèces désignées comme patrimoniales. Donc patrimoniales, c'est-à-dire les espèces qui vont être protégées et ou menacées. Donc vous pouvez voir sur la carte, sur la diapositive, les différentes stations qui sont recensées selon la banque de données Mascarine Mayotte. Donc à savoir que c'est une cartographie qui n'est bien sûr pas exhaustive, mais qui donne un peu une idée des zones sur lesquelles se rassemblent ces espèces-là. Donc on a opéré un processus de hiérarchisation, de sélection des zones à prioriser dans ces explorations-là, selon des paramètres tels que les menaces, la concentration d'espèces, la rareté des espèces présentes, l'isolement et aussi et surtout l'accessibilité qui, au lendemain du cyclone, était quand même une question prégnante là-dessus. Et donc vous pouvez voir encerclés de rouge les sites sur lesquels nous avons pu nous rendre aujourd'hui. Et c'est bien sûr une mission qui est encore en cours et qui sera encore en cours au cours des prochains mois. Donc des observations qui nous ont permis de mettre en évidence plusieurs points. Le premier qui est peut-être évident mais qu'il est important de mettre en valeur, c'est que c'est évidemment les plus gros arbres qui ont été les plus impactés, simplement lié au fait qu'ils ont une prise au vent qui est bien plus importante. Donc un constat qui peut paraître basique mais qui permet d'étendre la réflexion autour des habitats. Les habitats qui présentent des grands arbres, notamment les massifs forestiers un peu d'altitude, comme au Benara par exemple, vont subir beaucoup plus d'impact que les écosystèmes littoraux, par exemple, qui présentent des végétations plus basses, plus rases, ou en tout cas de moindre envergure. Nous est apparu aussi que la végétation exotique apparaissait comme plus touchée, ou en tout cas plus sensible là-dessus. On peut prendre des exemples tels que l'arbre à pin ou le tulipier du Gabon, qui ont des bois fragiles et donc qui sont bien moins résistants aux fortes rafales de vent, et qui ont observé beaucoup plus de casse. On a observé également une régénération des espèces indigènes qui apparaissait comme plus vivace et plus présente. Concernant ces points-là, il y a néanmoins un biais à mettre en évidence, c'est que c'est des constats qui ont surtout été faits sur les stations que nous sommes allés explorer et qui principalement se situent dans des zones qui sont relativement bien préservées, ou en tout cas bien moins impactées que les zones, bien moins dégradées en tout cas, que les zones urbanisées ou anthropisées. Donc c'est un constat qui n'est bien sûr pas forcément à étendre à l'ensemble de l'île, on verra certains points par la suite. Et enfin, on a également une forte dynamique qui a été observée chez les lianes, un point qui sera détaillé également par la suite. En ce qui concerne l'observation directe des dites stations patrimoniales, la majorité des stations ont été retrouvées en bon état. Celles ayant subi des dégâts observent malgré tout des réitérations, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. On a une érythrine qui a été complètement décapitée. C'est peut-être important d'ailleurs de définir certains termes. Lorsque je parle de régénération, je parle de germination des graines qui sont en dormance en terre, donc la création de nouveaux individus. La réitération, ça va être la création, la recréation d'un organe qui a été endommagé ou amputé. Donc ici, au sommet de cette érythrine, on peut voir la réitération de nouvelles branches, donc qui nous confirme la viabilité à ce jour de l'individu. Et enfin, la plupart des stations qui n'ont pas été retrouvées, donc supposées détruites, sont souvent les stations qui ont été pointées il y a le plus longtemps, sur la période 2009-2012. Et généralement, on observait d'autres pressions que celles qui étaient directement liées à Chido, à savoir des problématiques liées à l'érosion ou au défrichement ou aux cultures sauvages. Du coup, Emilia, Alex, là, vous nous avez parlé des impacts directs qui sont pour certains les plus visibles. 8 mois plus tard, est-ce qu'on constate pardon, des effets indirects sur la faune, la flore et les écosystèmes de Mayotte? Donc, que ce soit 8 mois plus tard ou même quelques semaines après, on a constaté des impacts indirects liés à Chido. Pour revenir sur les écosystèmes, il y a eu un impact sur les services que procurent ces écosystèmes, sur les services écosystémiques. Donc, je vais en présenter quelques-uns qui ont été impactés par Chido, notamment le climat ou les microclimats. On sait que les forêts évitent l'évaporation de l'eau et il y a de l'évapotranspiration. Et du coup, sans forêt, l'eau s'évapore plus rapidement. Et du coup, ça peut jouer sur les microclimats. Et donc, c'est ce qu'on a constaté. Les semaines suivant Chido, le climat était beaucoup plus sec et chaud comparé à la normale,
puisqu'on était en pleine saison des pluies. Il continue à pleuvoir, mais entre chaque épisode de pluie, c'était très sec et chaud. Les forêts de mangroves aussi produit, ont aussi un rôle de protection des habitants face à des dérèglements, face à des catastrophes climatiques telles que les tsunamis. Et là, comme je disais en introduction, les mangroves ont été impactées par Chido et ont, ont moins ce rôle de protection si des tsunamis ou d'autres catastrophes naturelles revenaient à revenir. Donc, ce qui conduit à ce que les populations soient plus vulnérables face à ce type d'événements. Euh, Pareil, la protection des forêts permettent de stabiliser. Les forêts permettent de protéger, de stabiliser les sols. Et on a vu un mois après Chido, que la tempête tropicale Dikeledi, qui était moins puissante que Chido mais qui avait de nombreuses pluies, a entraîné des glissements de terrain notamment. C'est que la tempête Dikeledi est arrivée sur un terrain, sur un territoire fragilisé qui a conduit à plus de glissements de terrain. De même pour les rivières, il y a le service d'écoulement des rivières. Les rivières étaient complètement bouchées par des arbres, par des embâcles. Et donc, arrivé à Dikeledi un mois après, ça a provoqué des inondations, notamment dans le sud. Et enfin, un des derniers services qu'on peut présenter, mais il y en a sûrement d'autres, c'est la ressource en eau. Euh, on sait que les forêts, ce n'est plus à présenter, que les forêts permettent l'écoulement de l'eau dans les nappes phréatiques et que la déforestation ou l'absence de forêt suite à un événement climatique peut faire que l'eau ne va pas rentrer, va pas s'écouler dans les nappes, mais va aller directement, s'écouler directement en lagon. Mais, et c'est le dernier point sur cette diapo, c'est que dans de nombreux endroits, il y avait encore présence de bois mort et certaines personnes voulaient les récupérer, notamment pour de l'utilisation personnelle ou pour dégager, pour que les agriculteurs dégagent leur parcelle également. Mais il faut savoir que le bois mort sur place est très important, notamment pour l'eau. D'après les premières études, ce bois mort permet tout de même l'écoulement de l'eau dans les nappes phréatiques, mais c'est quand même à préciser sur le long terme avec le BRGM notamment. En ce qui concerne la biodiversité, en fait, ce bois mort représente un refuge pour la faune et aussi une source de nourriture, par exemple, pour les xylophages. Donc tout ça, c'est très important de laisser le bois mort sur place, notamment dans les forêts pour éviter ces impacts indirects sur certains services écosystémiques. Pour continuer donc sur les espèces, les impacts indirects sont également nombreux. Donc je parlais des maquis tout à l'heure. Les semaines qui ont suivi Chido, on a retrouvé de nombreux maquis écrasés sur les routes, alors qu'avant Chido, c'était des événements très très rares, extrêmement rares. Et là, les experts étaient un peu partagés étaient partagés sur les raisons. Ça pouvait être juste parce qu'ils étaient déboussolés. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est dû à ce que leur domaine vital était avant Shido, après, était partagé par des routes. Et par exemple, ils pouvaient aller manger dans un côté de leur domaine vital et aller se dormir d'un autre côté de la route qui représente un autre côté de leur domaine vital. Et avant Shido, il y avait des arbres qui permettaient le passage d'un côté de la route à l'autre. Après Shido, il y a eu la disparition de ces arbres, des branches, des feuilles, qui faisait qu'ils étaient obligés de passer par la route. Et selon moi, a causé l'augmentation du nombre de maquis écrasés. Et ensuite, ce qui peut corroborer ça, c'est que beaucoup de câbles électriques avaient été au sol les mois suivants Shido, et ils ont été remis les mois d'après. Et là, à l'heure actuelle, on voit que les maquis traversent la route via les câbles électriques. Et donc, finalement, est-ce qu'ils se sont habitués ou pas? Mais en tout cas, ça permet de créer des ponts et d'éviter qu'ils soient écrasés pour aller de part et d'autre de leur domaine vital. Autre impact indirect, mais certain, c'est que après Chido, il n'y avait plus de fleurs, plus de fruits. Donc les nectarivores, abeilles, fruits mangue, mayotte, etc., ont été impactés. Les frugivores stricts également, comme la roussette, j'en parlais tout à l'heure, mais pas forcément les maquis, ils ont un régime diversifié de fruits et de feuilles. Donc,
on peut faire une petite parenthèse là-dessus, c'est qu'après Shido, et ce qui est humain, hein, les personnes voulaient nourrir les maquis qui semblaient, qui étaient désorientés, mais et qui venaient dans les jardins, et donc ces maquis auraient pu se nourrir, pouvaient se nourrir de feuilles qui restaient dans certains endroits, ou qui sont vite revenus après Shido. Et enfin, autre impact indirect, c'est l'impact indirect sur les espèces les proies qui sont devenues plus visibles, comme le caméléon ou de certains Phelsuma, geckos, et donc qui faisait que certaines espèces comme les oiseaux prédateurs les prédataient un peu plus, ce qui pouvait tout ça conduire à un certain déséquilibre. Mais on sait tous que la nature, elle est pas impactée et déséquilibrée, est résiliente. Et normalement, ce déséquilibre, si l'environnement va bien, peut revenir à un équilibre. Donc on peut se poser la question, quelles conséquences de ces bouleversements indirects auront-ils à long terme? Si le milieu, on peut commencer à y répondre, si le milieu n'est pas forcément dégradé et impacté par des événements extérieurs, ça peut être problématique. Sinon, ça peut revenir à l'équilibre comme dans tout endroit naturel. En ce qui concerne maintenant la flore, il faut déjà avoir conscience que ça va être les impacts indirects qui vont être les plus dramatiques, parce que on risque d'avoir énormément de mortalité au cours de la saison sèche. Pour reprendre déjà les points dans l'ordre, on a une perturbation qui va être bien plus importante pour certaines espèces que pour d'autres. Je mettais en évidence tout à l'heure l'exemple, la comparaison entre les écosystèmes forestiers de grandes forêts par rapport aux écosystèmes littoraux, mais également des espèces qu'on a un peu tendance à oublier dans ces réflexions-là, à savoir les espèces épiphytes qui sont largement dépendantes, donc épiphytes qui poussent sur d'autres plantes et qui vont être largement dépendantes des grands arbres pour leur développement et leur cycle de vie, comme vous pouvez le voir ici sur la photo à gauche. On a également donc une forte modification des habitats et des paramètres associés. Là où on trouvait sur le Benara, encore une fois, des conditions de sous-bois avec une faible luminosité, une humidité relativement stable, on se retrouve aujourd'hui en plein soleil et donc ça va réellement et fortement contraindre le développement des jeunes plantules qui sont habitués à croître et à se développer en conditions de sous-bois, qui là risquent de tout simplement griller au cours de la saison sèche qui a déjà commencé, où ils vont se retrouver en plein soleil et dans des conditions très sèches. Enfin, on a eu aussi une perturbation des cycles de floraison et par extension de fructification, qui s'explique par le fait que certaines espèces, lorsqu'elles sont soumises à un stress, vont déclencher une floraison dans un processus de survie, puisque la semence va avoir plus de facilité à résister à des conditions défavorables qu'un individu adulte, et finira par germer lorsque les conditions redeviendront favorables. Mais ce qui perturbe le cycle habituel et par extension les espèces qui en sont dépendantes, à savoir, comme le disait Emilien, les espèces qui sont nectarivores ou frugivores. On arrive également dans un contexte qui se trouve être extrêmement favorable à l'installation, à la prolifération des espèces exotiques envahissantes. Vous pouvez voir sur la photo de droite une zone qui a été donc fortement perturbée par Shido, qui a été brûlée par la suite. Et toutes les plantes que vous pouvez voir ici sur le sol sont des jeunes plantules d'Acacia mangium. Donc, Acacia mangium, une espèce exotique envahissante, qui est parmi les plus envahissantes à Mayotte, qui est pyrophile, c'est-à-dire dont le développement et la prolifération va être grandement favorisés par le feu. Les espèces exotiques envahissantes sont généralement pionnières, c'est-à-dire qu'elles vont se développer en premier et plus rapidement que les autres espèces sur une zone à la suite d'une perturbation. Donc là, ici, on a un contexte qui est extrêmement favorable à cette espèce, où au moment où était prise la photo, il y avait uniquement de l'acacia mangium en repousse là-dessus, ce qui remet fortement en cause la reprise des espèces indigènes sur la zone et donc la conservation de la zone sur le court, moyen et long terme. Pardon. Ce que nous dit la bibliographie en ce qui concerne l'après-cyclone en zone tropicale, c'est que généralement on observe une explosion des exotiques envahissantes dans les 6 à 9 premiers mois, pour ensuite observer une reprise des indigènes dans les 12 à 24 mois. Donc là, vous voyez un fort décalage entre justement la phase de développement principale des deux types d'espèces, et également une échelle de raisonnement qui pousse jusqu'à 2 ans après l'arrivée de l'événement. Donc, ce qui
permet d'avoir en tête qu'il faut une réflexion qui aussi se base sur le long terme là-dessus. Et il y a une question qui revenait souvent, qui concernait les lianes. Donc c'est vrai qu'on avait, surtout en zone forestière, on observait des scènes qui pouvaient être un peu affolantes, où on avait des forts développements de lianes. Ici, je vais parler de lianes indigènes et principalement des espèces structurantes et les principales, les plus observées, à savoir Sabah comorensis, Entada redei par exemple. Donc qui se trouvaient être très présentes, qui recouvraient toutes ces zones-là. Et donc le premier sentiment, c'était un peu la panique liée à l'étouffement de ces zones-là. Et donc la question revenait souvent de la nécessité ou non de lutter contre ces espèces. Donc c'est évidemment des espèces qui se sont fortement développées parce qu'elles se sont trouvées très vite en conditions favorables. Là où on avait avant des forêts, on a eu une forte luminosité, donc elles ont vraiment explosé. Mais ça constitue pas forcément un côté négatif, même au contraire, ça peut constituer un réel avantage à la veille de la saison sèche, qui a déjà commencé, puisque elles vont permettre un peu la cicatrisation du milieu. Il faut voir ça un peu comme une croûte à la suite d'une plaie. Ça va être quelque chose qui va être qui va peut-être jurer par rapport au reste, qui ne va pas être agréable à observer, mais qui va être une étape nécessaire dans la restauration et la cicatrisation du milieu pour retrouver l'état initial, ou en tout cas un état qui s'en rapproche au maximum. Ici, les lianes elles vont permettre de jouer un rôle de stabilisatrice des facteurs de luminosité, de température et d'humidité, donc de recréer un peu des conditions sous-bois qui va se faire au bénéfice de la croissance des plantules. Donc encore une fois, ici, c'est des réflexions qu'il faut avoir quand même au cas par cas en fonction des zones. Mais là, sur la base d'un raisonnement d'espèces indigènes, ça permet quand même d'exclure la lutte systématique et drastique. Par contre, là aussi, c'est un point à nuancer parce que c'est un processus qui se fait sur le temps long. On peut parler de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est une échelle qui est difficilement humaine et qui peut constituer une contrainte, notamment en ce qui concerne les gestionnaires de certaines zones. Et c'est également une dynamique qui est, d'après la bibliographie, fortement favorisée par le contexte climatique actuel. En zone tropicale, avec le réchauffement climatique, on observe des saisons des pluies plus courtes, ce qui se fait au bénéfice des espèces qui ont un développement rapide, et donc au bénéfice des lianes. Et ça alimente un cercle vicieux dans le sens où les espèces de lianes étant moins fixatrices de carbone, on alimente ce cycle-là. Et du coup, bon, vous commenciez à répondre à la question avec le cas des lianes, mais au niveau des autres indicateurs qu'on peut mesurer, des autres espèces présentes sur l'île, où en est la biodiversité aujourd'hui, c'est-à-dire 8 mois après le passage de Chido? Donc là, oui, 8 mois après, on a réalisé de nouvelles prospections régulièrement, les mois avant et aujourd'hui. Et ce qu'on remarque, à nouveau, à dire d'experts, c'est que au niveau des oiseaux, il y a les oiseaux forestiers, notamment le flamingo des Comores que vous voyez sur la photo de gauche, ou le pigeon des Comores, qui sont deux espèces endémiques de l'archipel des Comores. Ils sont moins visibles dans les forêts qu'avant. Et par contre, d'autres espèces forestières comme le drongo de Mayotte et qui pouvaient aussi également aller dans les milieux agricoles semblent plus visibles dans les milieux agricoles, voire dans les villes. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait. Mais ça pourra être étudié avec ce que je vous présenterai par la suite. Concernant les roussettes, 8 mois après, les roussettes commencent à revenir. On voit de plus en plus. Et ça, c'est une bonne chose pour le territoire, pour l'espèce. Donc, elles reviennent à Mayotte. Et on en voit de plus en plus voler. De nombreux insectes aussi sont de retour. On a vu pas mal de papillons ces dernières semaines. Donc ça, c'est un élément aussi très intéressant. Et concernant nos crabiers blancs équipés, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Euh, Finalement, quelques semaines après Chido, il n'y en a plus qu'un qui a capté, qui a émis des données de déplacement. Et finalement, après le lac Ayani, cet individu est revenu sur un endroit, sur sa site d'alimentation, son site d'alimentation privilégié sur lequel il va depuis 3 ans. Sauf que les mois suivants, il a eu un domaine vital beaucoup plus important
ce qui peut faire penser que la ressource était moindre. Mais maintenant, à l'heure actuelle, depuis quelques semaines, le domaine vital de cet individu est revenu exactement la même surface que ce qui était avant Shido. Donc c'est plutôt positif et encourageant. Cela veut sûrement dire que au niveau des ressources, c'est-à-dire insectes ou autres, ce crabier qui vaut pour l'ensemble des crabiers peut-être, même si c'est extrapolé, on peut se dire que la faune a pu se réadapter 8 mois après sur certains endroits. Concernant, par contre, les colonies, donc le crabier blanc, je ne l'ai pas fait préciser tout à l'heure, il se reproduit en colonies mixtes, il niche en colonies mixtes lors de la saison de reproduction de septembre à mars avec les garde-bœufs. Donc, il y a les garde-bœufs d'un côté, les crabiers blancs de l'autre, des fois ils sont un peu mélangés. Et on a vu que comme les années précédentes, les garde-bœufs reviennent au mois de juillet. Donc là, les garde-bœufs sont revenus, pas sur toutes les mangroves, mais sur quelques-unes. Mais ils se sont pas installés à l'endroit où il n'y a plus de palétuviers, puisque sur l'ensemble des cinq, comme je le disais, les cinq sites de reproduction, les palétuviers sont à terre, mais ils se sont installés à côté. Et donc, on peut se demander, on espère que les crabiers blancs vont revenir un peu plus tard, c'est-à-dire comme d'habitude en août-septembre, pour à côté des garde-bœufs. Mais le problème, c'est que, notamment à Ironibé, l'espace est assez étroit. Donc, est-ce que la mangrove pourra accueillir autant d'individus que les années précédentes? Ça, on le saura dans pas très longtemps, c'est-à-dire au mois de septembre. Pour les mangroves, donc, petit point et retour d'expérience par rapport, par exemple, à Irma, à Saint-Martin, elles ont mis des années à se régénérer. Là, plus de 10 ans après, les mangroves de Saint-Martin ne sont pas encore régénérées. Donc, pour les crabiers et les garde-bœufs, ça pourra avoir un impact. Euh, mais on peut se poser aussi la question, est-ce qu'une aide est nécessaire? Il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle. Quand je dis aide, est-ce que restauration, replantation, action sur les sédiments, ça se trouve, il n'y aura pas besoin d'action. Et ça, c'est important de le préciser. Ça se régénérera peut-être naturellement, même s'il faut du temps. Mais, suite à un groupe de travail, on pourra voir que peut-être qu'à certains endroits, une action humaine sera nécessaire. Maintenant, en ce qui concerne la flore, encore une fois, on observe donc une reprise inégale des espèces végétales, donc comme l'a dit Emilia, en particulier en ce qui concerne les palétuviers. Par extension, voilà, à la différence plutôt, on observe une reprise bien plus aisée des espèces de milieux secs qui ont été moins touchées et qui sont moins sensibles justement aux périodes sèches, et par évidence. Il faut noter quand même qu'on a eu une saison humide qui a été relativement longue cette année, donc qui a permis un peu d'éponger les dégâts, de les minimiser en tout cas jusque-là, ou en tout cas de faciliter la reprise de certaines espèces qui auraient été bien plus impactées si la saison sèche était arrivée plus tôt. Mais on fait face à plusieurs risques. Donc la problématique liée aux espèces exotiques envahissantes dont je vous ai parlé précédemment. La question de l'interventionnisme excessif. Donc c'est là qu'on revient un peu sur la peur de l'immobilisme. Il faut savoir qu'un écosystème qu'on va considérer comme relativement préservé va généralement avoir la capacité de se remettre de lui-même de ce phénomène-là. Donc encore une fois sur des échelles de temps qui peuvent paraître un peu longues, mais à travers la réitération, la sollicitation de la banque de graines, on va pouvoir observer justement une régénération de milieu par lui-même. Là où ça peut être piège, c'est que intervenir sur ces écosystèmes-là peut se trouver être plus contre-productif qu'autre chose. De par la contrainte de la reprise des jeunes plantules, ne serait-ce que par la présence, le piétinement, la logistique éventuelle liée au déplacement de véhicules pour les engins de lutte, la lutte contre les exotiques envahissantes, bien sûr, la débroussailleuse, évidemment, mais également aussi la simple replantation, puisque déjà, ça fait développer énormément de moyens pour ces opérations-là, surtout aux échelles de surface sur lesquelles on raisonne aujourd'hui à Mayotte. Et il faut aussi savoir qu'une espèce qui aura germé et grandi dans un milieu sera bien plus adaptée à celui-ci qu'une espèce qu'on va rapporter en pépinière. D'une part, parce qu'elle aura fait l'office elle aura passé le processus de sélection au niveau des graines, mais aussi parce qu'elle aura un lien plus fort aussi avec l'écosystème, notamment via les interactions qu'elle va nouer avec les champignons présents dans le sol et dont la plupart des plantes dépendent actuellement, dépendent tout court.
Et donc, il faut faire attention à cet interventionnisme, mais par contre, il peut s'avérer nécessaire sur les zones qui sont déjà perturbées, qui n'ont pas la capacité de se régénérer par elles-mêmes, que ce soit à travers la dégradation de l'habitat ou la forte présence d'exotiques envahissantes qui vont avoir une reprise bien plus rapide, comme on a pu le voir précédemment. Ici, la lutte contre les exotiques envahissantes peut s'avérer nécessaire, voire même justement les processus de replantation. Et enfin, on est dans une phase de cicatrisation et donc une phase de stase aussi qui va durer tout le long de la saison sèche, où toutes les populations végétales vont être particulièrement sensibles à toute perturbation. Elles sont particulièrement faibles et on va avoir des impacts décuplés des actions humaines qui posent déjà problème généralement à travers les incendies. On a une forte crainte des incendies à venir pour la saison sèche, justement avec des zones qui étaient couvertes d'arbres à l'époque, où la plupart sont tombées et où là aussi, le fait d'y mettre le feu peut ouvrir une nouvelle zone de culture, par exemple, ou rendre accessible une zone qui ne l'était pas jusque-là, et aussi la simple destruction des habitats. Donc 3 paramètres avec lesquels il faut raisonner pour éviter au maximum de contraindre cette régénération, ou en tout cas de la favoriser là où elle en a besoin. Et enfin, dernier chapitre de notre présentation. Donc, Shido, nous le disions, c'était il y a 8 mois. Ça reste finalement relativement récent. Est-ce qu'il y a déjà des actions qui ont été réalisées pour connaître les conséquences sur le long terme? Et est-ce que d'autres actions devraient suivre? Du coup, oui, effectivement, il y a déjà eu des actions de réaliser et on a voulu vraiment insister sur le fait que ça a été des actions coordonnées. Au début, comme le disait Alex, et c'est humain certes, tout le monde voulait agir dans l'urgence pour faire face aux conséquences de ce cyclone. Et finalement, sous l'initiative de la FMAE, l'ensemble des acteurs de l'environnement se sont réunis quelques semaines après Chido pour parler organisation et coordination. Finalement, il en est ressorti des groupes de travail par écosystème, mais aussi, j'en parlais tout à l'heure, un groupe de travail espèces, par exemple, ou espèces exotiques envahissantes. Et tous ces groupes de travail ou sont encore en train de faire des retours à l'ADEAL pour ensuite arriver à un plan d'action pour réaliser des actions post-Chido de diagnostic, première action à mettre en place, mais aussi des actions concrètes de réhabilitation ou de restauration. Donc, parmi les premières actions qui ont été réalisées, c'est les diagnostics. De nombreux diagnostics ont été faits. On a choisi d'en présenter une, c'est la réalisation du suivi des mangroves, qui a été développé par l'Université de Mayotte et créé Océan. Il s'appelle le protocole DARAMA, comme Daruba Rapid Assessment Method for Mangrove. Et du coup, notamment le GEPOMA, qui est gestionnaire de 2 mangroves, réalise régulièrement un suivi de l'évolution de ce protocole pour réaliser le suivi d'évolution des mangroves à post-Chido. Autre action pour réaliser un diagnostic et qui ne pouvait pas être réalisée avant, c'est l'estimation, justement, j'en parlais précédemment, de l'estimation de l'impact du cyclone sur la biodiversité et l'estimation de l'impact sur la vie faune notamment. Et donc, en ce qui concerne la vie faune, ça tombait bien. On avait réalisé les années précédant le cyclone un protocole qui permet d'estimer la taille de population des oiseaux communs, ce qui s'appelle le protocole de distance sampling ou échantillonnage à distance. Et donc, en quoi consiste ce protocole? Ce qu'on a réalisé avant Chido, c'était une couverture de tout le territoire, c'est-à-dire sur 38 itinéraires. Ça représente quand même un sacré paquet d'itinéraires sur le territoire. Au moins 10 points d'observation par itinéraire, espacés de 300 mètres, et une réalisation de passage entre 1 et 4 sur chaque itinéraire d'octobre à janvier. Et sur chaque point, c'était des points d'observation, il y a une relève de l'ensemble des individus d'oiseaux, d'espèces d'oiseaux, pendant 5 minutes. Et était noté également leur distance à l'observateur. Tout cela arrivait à une estimation de la taille de population d'oiseaux, de l'abondance des espèces communes d'oiseaux avant Chido. Et à partir d'octobre de cette année, et grâce au financement de l'OFB, on va pouvoir réaliser le nouveau protocole pour voir avant et après l'impact de Chido sur les oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose a priori d'innovant.
c'est peut-être la première fois qu'on pourra avoir un impact, voir l'impact à l'échelle du Nil, l'impact d'un cyclone sur la vie faune à l'échelle du Nil. Donc, ça sera très important, notamment sur des événements, si des événements se réitèrent avec, au niveau mondial, des événements plus fréquents. J'insiste aussi sur le fait que c'est très important de dégager les sentiers avant le mois d'octobre. Donc les actions ont déjà commencé avec les gestionnaires forestiers, mais c'est pas fini, il reste énormément, on n'a fait qu'une dizaine d'itinéraires sur les 38. Et du coup, là, il y a encore de nombreux sentiers à dégager avec les gestionnaires forestiers pour pouvoir, au mois d'octobre, commencer ce protocole. Donc une merveilleuse transition qui nous amène à un petit exemple sur la slide précédente, qui est l'exemple du lac Kariani, donc un lac sur lequel travaille le département ainsi que le GEPOMAI, sur lequel le dégagement des sentiers a été opéré. Avec le conservatoire, on accompagne le GEPOMAI dans le suivi de l'évolution de la végétation. Il y a également un suivi du niveau d'eau du lac via des photos drone. Donc c'est une zone qui présente une forte proportion d'espèces exotiques, en particulier le cannelier. Et ici, ça a été un peu un cas d'école au lendemain de Chido, vu c'est encore une fois une zone qui s'est totalement ouverte à la suite du cyclone. Et on a eu une sollicitation impressionnante de la banque de graines de cannelier. Donc, à l'instar un peu de la photo que je vous ai montrée tout à l'heure avec l'acacimangium, là, on avait des tapis de jeunes canneliers qui poussaient. Et donc, ce qui donne l'occasion, en fait, une très bonne occasion, par défaut, de lutter contre cette espèce. Là où la lutte devait s'effectuer jusque-là sur des grands individus adultes, là, on a une forte sollicitation de la banque de graines qui permet de lutter de façon beaucoup plus simple, même si ça reste un travail de fourmi. On n'a pas besoin d'outils, c'est des plantules qu'on peut arracher à la main. Et donc, on peut déjà plus facilement lutter sur cette zone-là. Donc là, par exemple, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes est très justifiée et même permet d'être très efficace là-dessus. Et enfin, en tant que conclusion, donc les principaux points à retenir, c'est que l'or est actuellement au suivi et à la récolte d'informations grandement pour justement laisser passer un peu cette saison sèche qui va être dure pour l'ensemble des espèces. Ça va être une phase d'apnée un peu. Donc très important d'avoir un suivi, d'avoir des actions coordonnées avec les différents acteurs afin d'avoir des actions qui soient ciblées, raisonnées et efficaces dès que cela sera possible. Également, les premiers vrais bilans, entre guillemets, pourront être dressés au cours de la prochaine saison humide, puisque, en particulier en ce qui concerne la flore, évidemment, c'est là qu'on pourra observer la reprise ou non d'espèces qui sont censées avoir un boom de croissance au moment de la saison humide. C'est là qu'on verra les vrais dégâts liés à la saison sèche. Et justement, pour la faune, il y aura, pour ce deuxième point, j'ai parlé de l'année suivante, Shido, pour le protocole de distance sampling, mais on pourra le réitérer une année, l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5, en fonction, pour voir les impacts à court terme, moyen terme et long terme aussi sur la vie faune. Pour les deux derniers points sur lesquels on voulait conclure, c'est que l'intervention humaine est parfois nécessaire, vous l'avez vu à l'instant sur le lac Kayani, mais dans certains cas, elle peut être contre-productive, comme l'a dit Alex tout à l'heure, concernant les lianes indigènes. Autre point très important sur lequel on voulait insister, c'est que il y a eu des conséquences. Vous avez vu lors de cette présentation des conséquences directes, indirectes sur la faune, la flore. Les conséquences, il y a des conséquences réelles sur la faune notamment, mais les conséquences les plus dramatiques peuvent être indirectes. Et peuvent être indirectes, vous l'avez vu dans cette présentation, et notamment liées aux impacts humains. Et en fait, que ça soit, je réinsiste sur le fait que un écosystème, s'il est en bonne santé, un cyclone qui passe, il pourra être résilient et se régénérer. Le problème majeur, c'est les paramètres extérieurs, notamment les paramètres, les menaces humaines, qui sont, comme Alex l'a présenté tout à l'heure, les risques d'incendie, la déforestation ou l'impact sur le milieu ou les espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est sur ces facteurs-là que nous pensons qu'il est important d'agir en priorité et qui est ressorti notamment des groupes de travail, hein, et sur lesquels il sera important d'agir, et notamment via des actions de surveillance sur les sites en gestion notamment. Et ça nécessite bien entendu des moyens humains.
Et c'est toujours le nerf de la guerre, ceci. Mais c'est vrai que la surveillance est toujours très importante à ce niveau-là pour éviter, pour que les milieux se régénèrent euh, bien. Merci de votre attention. Eh bien, merci énormément à tous les 2 pour votre présentation qui était riche. Avant de passer au temps de questions-réponses, nous vous proposons des ressources supplémentaires si vous souhaitez, après le webinaire, creuser le sujet de votre côté. Donc nous allons vous envoyer dans le chat, les liens de ces ressources. Vous avez pour commencer une étude interdisciplinaire à laquelle le GEPOMAI a participé. Donc comme vous pouvez le voir, cette étude, concerne les impacts du cyclone entre analyse et proposition et donc c'est une étude qui a été réalisée en avril et comme le disaient nos intervenants en préambule, il faut bien garder à l'esprit que la matière dont on dispose aujourd'hui est susceptible d'évoluer dans les mois qui suivront. Et puis à nouveau, pour compléter tout ce que l'on vient de se dire, vous pouvez regarder le documentaire Outre-mer, Terre d'action, dans lequel le GEPOMAI intervient également. Il est temps de passer à l'espace de discussion. Donc, si vous avez des questions à poser à nos intervenants ou si d'autres ont déjà été posées dans le chat, eh bien, c'est le moment pour qu'ils vous répondent. Jeanne, je te laisse reprendre la main. Alors, en effet, j'ai intercepté 2 questions de Luc Gigor. Alors, est-ce que vous pouvez les expliciter, s'il vous plaît, Monsieur Gigor, à l'oral? Il y a Sabacomorensis qui a été cité. La deuxième liane, je n'ai pas tout à fait capté le nom. Et en fait, je posais une question par rapport à l'espèce Meremia peltata, pour savoir s'il y a des tendances 8 mois après le passage de Chido. Oui, alors c'était un oubli presque volontaire que de pas mettre Meremia peltata dans cette triplette d'espèces indigènes structurantes, justement par rapport aux questions qui y sont liées et aux problématiques qui étaient présentes d'effondrement des arbres en contrebas du mont Combani. Donc la deuxième espèce c'était Entada redei, et donc c'est pour l'audience, c'est des lianes qui vont développer des très grosses structures et donc il peut avoir des souches très impressionnantes, des envergures extrêmement grandes et qui peuvent mener à l'effondrement de certains arbres. Et donc là, en fait, le constat est à peu près le même que pour les deux espèces, que pour les deux autres espèces en ce qui concerne Meremia peltata. Et en fait, au-delà de ces questions-là, c'est vraiment, on est à un stade aujourd'hui où la couverture végétale va primer sur les autres questions pour sauvegarder au maximum les espèces qui sont dessous au cours de la saison sèche. Super, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, nous avons une question de Marc Roussin. Alors, bonjour Marc. Marc vous demande, en termes d'impact et d'évolution, après 8 mois, qu'en est-il concernant les habitats mixtes, indigènes, exotiques, par exemple les lisières, anciennes friches agricoles et les zones de prélèvement? Encore une fois, il y a beaucoup de cas par cas, mais de façon générale, ça reste quand même justement les zones qui sont les plus touchées et celles qui étaient un peu sous-entendues en termes de zones qui nécessitent une intervention, que ce soit de la simple, entre guillemets, lutte contre les exotiques envahissantes, voire d'un renfort d'espèces indigènes. Des zones qui sont justement très importantes parce que, en tant que zone de transition, c'est elles qui marquent un peu la, la, la lisière, la frontière, disons, entre un habitat qui peut être relativement conservé et justement des zones de culture qui vont constituer un terreau on ne peut plus fertile pour les exotiques envahissantes. J'ai oublié de le mentionner, mais au cours de la présentation, j'avais mis une photo de culture qui était juste en contrebas du mont Bumundra-Lavi, donc l'espace naturel sensible sur la presqu'île de Boigny. Donc là, on est typiquement sur une zone où c'est un peu on a le quintet de toutes les espèces exotiques envahissantes les plus problématiques à Mayotte et qui se trouvent être totalement voisines d'un espace naturel sensible qui présente des espèces justement grandement patrimoniales, des espèces rares, des espèces qui sont endémiques de Mayotte, voire endémiques de certaines zones de Mayotte. Il y a notamment une espèce, une Eugénia, qui se retrouve uniquement sur cette zone-là et sur le mont Benara. Donc Benara qui a été fortement touché et le NS qui se trouve à la frontière de ces zones-là. Donc c'est des zones sur lesquelles justement l'action,
les actions doivent être le plus ciblées et le suivi aussi très important. Si je peux compléter aussi certaines observations que j'ai faites, c'est qu'il y a des endroits, des agroforêts, qui se sont transformés en champs de manioc ou champs de bananes après Chido, où les arbres à terre ont été enlevés. Euh, Voire des arbres qui étaient encore debout, considérés comme morts, mais comme le disait Alex, encore vivants, ont été coupés, et qui fait que, ben voilà, je ne sais pas si c'est de façon, si c'est les propriétaires de ces champs ou d'autres propriétaires, ou de l'agriculture illégale qui est passée par là, mais en tout cas de pas mal d'espaces transformés en champs. Et autre cas de figure pas plus tard que ce week-end, l'acacia mangium, hein, Alex en a reparlé, mais j'ai l'impression que l'acacia mangium se propage de plus en plus du côté des espaces qui étaient jusque-là préservés, et qui peut étouffer aussi certaines espèces indigènes. Je me permets aussi également de faire le relais d'un commentaire dans le chat. Justement, c'est un des aspects, donc même si on a largement dépassé le temps, on a fait de gros efforts pour essayer d'être le plus synthétique possible, mais il y avait énormément d'éléments à aborder pour être complet. Et notamment un élément qu'on a décidé de sacrifier, mais qui a été rappelé par Sacha donc dans le chat, qui est que à la suite du cyclone, on a pu observer des espèces qui étaient considérées comme endémiques des autres espèces voisines, que ce soit le Comore ou Madagascar. Et donc les cyclones, en tant qu'événement exceptionnel, justement constituent des facteurs qui permettent les événements de spéciation et la dispersion des espèces sur les territoires auxquels ils n'ont pas accès avec leur dispersion naturelle classique. Eh bien, merci beaucoup. Il semblerait qu'on n'ait plus de questions. Un petit mot sur notre dernier numéro semestriel, donc qui vient tout juste de sortir. Il s'agit donc d'un numéro qui est consacré à la résilience des récifs coralliens dans le sud-ouest de l'océan Indien. Vous pourrez donc y retrouver un point sur leur état de santé détaillé dans la région. Il y a également un long entretien de David Obura, qui n'est autre que le fondateur de l'association Cordio East Africa. Il est également le président de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. On connaît mieux sous le nom d'IPBES. Et puis, comme dans chaque autre numéro, il y aura des décryptages, des analyses, des témoignages, notamment concernant l'aménagement du territoire réunionnais en lien avec la protection des récifs coralliens, l'interconnexion des récifs à l'échelle de l'océan Indien ou encore l'application des pêcheurs comoriens qui œuvrent pour protéger les coraux. Et écoutez, ça y est, la présentation touche à sa fin. Merci à ceux et celles qui sont restés malgré le petit débordement. Nous espérons évidemment que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Et puis nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire. Merci de nous avoir permis de réaliser ce témoignage, et en espérant que ça aura éclairci les choses pour certains qu'ils soient en métropole, à La Réunion, à Mayotte, ailleurs, etc. Merci à Merci tout à le tous monde. et à Au revoir. toutes. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir, Merci bonne journée. beaucoup. Au revoir.